Victor Fouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en fiscalité à l'Institut Sapiens, c'est un think tank. Vous avez travaillé beaucoup sur la fiscalité. Vous avez même publié La révolte fiscale. Là, la révolte fiscale, elle a sonné. Moi, je suis ulcéré par ce truc. Et je ne pense pas qu'à part la Corée du Nord ou le Venezuela, voilà, je ne pense pas qu'il y ait des pays où les chaînes de télévision publique soit aussi, pas monopolistique bien sûr, mais soit en position aussi importante, quoi. Il y en a beaucoup chez nous. C'est un autre domaine où là aussi nous distinguons et pas nécessairement en bien. La révolte fiscale que nous avons publiée à 4 mains, puisqu'il a été écrit avec Jean-Baptiste Noé, qui est historien de l'économie, qui était anticipé déjà depuis un an, parce que avec le prélèvement à la source, avec l'absence de réforme fiscale structurelle qui s'annonçait, on pouvait très bien anticiper le ras-le-bol fiscal qui avait déjà donné lieu à quelques secousses sous le précédent quinquennat de François Hollande. D'accord, donc vous aviez anticipé le ras-le-bol fiscal qui a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes au mois de novembre. Et malheureusement, il ne semble pas qu'il se traduise, en tout cas à échéance rapprochée, par une réforme fiscale d'ensemble qui a pour préalable une réforme, vous le disiez tout à l'heure, du périmètre de l'État, y compris en ce qui concerne l'audiovisuel public. Mais comment en est-on arrivé à cette folie d'avoir toutes ces chaînes publiques, toutes ces radios publiques, c'est une dépense considérable, quoi. Est-ce que l'État est légitime à posséder la chaîne France 4, dont on ne sait pas tellement ce que c'est, France 4? Est-ce qu'il fallait lancer sous Hollande France Info TV, alors qu'il y avait déjà LCI, il y avait déjà BFM TV, il y avait déjà CNews, il y avait déjà France 24, il y avait déjà Euronews, il y a des chaînes d'infos dans tous les sens, on ne sait laquelle choisir. Donc est-ce que c'était vraiment utile de foutre 100 millions sur la table et puis c'est chaque année bien sûr, les 100 millions. La réponse est dans la question, et la question qui doit présider la réflexion au départ, c'est de savoir quelles doivent être les missions qui sont dévolues à l'audiovisuel public: l'information, la diffusion et la production d'œuvres culturelles et le divertissement. Lorsqu'on compare le contenu des programmatiques, par exemple entre TF1 et France 2, on s'aperçoit que le contenu est assez proche l'un de l'autre. On retrouve des fictions, on retrouve du divertissement. Est-ce que ça doit relever de la sphère publique? Est-ce que des émissions de divertissement présentées par des stars du divertissement, est-ce que ça relève effectivement de la télévision publique? Non, les acteurs privés sont sans doute plus à même de satisfaire la demande. Là où en revanche l'intervention du secteur public peut être justifiée, c'est en matière culturelle, entendu au sens élitiste du terme. Bien sûr. Mais redéfinir le périmètre de l'État permet ensuite en effet de revoir son mode de financement. Moi, ça m'irait très bien, la sphère publique avec une chaîne type Arte, culturelle, formidable, une chaîne comme France Culture qui a une radio fabuleuse. Je sais pas, est-ce qu'il faut une chaîne d'info? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut une chaîne généraliste? Et puis quand même les régions. Quoique la réalité, c'est que dans la plupart des pays, les chaînes régionales sont des chaînes privées, qui font mieux leur boulot. France 3 ne fait que 3 heures d'antenne par jour, alors qu'en Allemagne, en Espagne, en Italie, les chaînes régionales ont une programmation qui dure beaucoup plus longtemps sur la journée, avec des programmes le matin, midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Chez nous, les programmes régionaux, c'est un peu cheap. Et la demande, de toute façon, existe au niveau local. Donc, en application du principe de subsidiarité, on pourrait très bien imaginer que des acteurs privés satisfassent la demande sans que l'État n'intervienne.